Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, émission spéciale cette semaine avec un débat sur l'élection présidentielle. Un débat avec les représentants des 5 principaux candidats. 4 sont ici sur ce plateau, le 5e a accepté de participer en duplex depuis Niort. Il s'agit de Pascal Duforestel, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste des Deux-Sèvres. Bonjour, vous soutenez Benoît Hamon et nous verrons que ce n'est pas tous les jours facile en ce moment pour vous par rapport au ralliement de certains socialistes vers Emmanuel Macron. Sur ce plateau, je reçois Enguerrand Delannoy, maire Les Républicains de Saint-Pierre-de-Maillé dans la Vienne et soutien de François Fillon. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Frédéric Abrashkov, référent de la France Insoumise à Poitiers et soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Également sur ce plateau, Jean-Romé Charbonneau, conseiller régional Front National et soutien de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Enfin, Philippe Chadéron, un référent En Marche du mouvement En Marche dans la Vienne et soutien d'Emmanuel Macron. Bonjour. Vous êtes donc 5. L'émission ne dure que 28 minutes. Votre temps de parole est donc extrêmement limité dans le cadre de la règle de l'équité et non de l'égalité, je tiens à le rappeler. Le thème de ce débat est 2017, une campagne présidentielle inédite. Enguerrand Delannoy, elle est inédite pour pas mal de raisons. Et en ce qui vous concerne, les affaires qui visent François Fillon font partie de ces raisons. Est-ce que cela change la donne pour vous sur le terrain ? Quel est l'enjeu de cette campagne présidentielle, au fond ? L'enjeu de cette campagne présidentielle, c'est de faire en sorte que la France retrouve une économie conquérante, un État fort et une diplomatie efficace. Or, aujourd'hui, cette campagne présidentielle est polluée par des affaires dont on sait bien et dont on voit bien qu'elles sont téléguidées par une machination ourdie, comme l'a dit François Fillon hier, probablement et peut-être même par le président de la République. Comme une noix blanche. Et du coup, qui empêche de poser les bonnes et les vraies questions que les Français attendent. Sauf que sur le terrain, les militants sont confrontés à ce problème. Il y en a qui veulent même plus tracter parce qu'ils sont écœurés. Mais les militants sont volontaires, les militants ont des convictions, ils défendent un projet politique dont la France a besoin pour résoudre les problèmes du chômage, pour résoudre les problèmes de la sécurité et pour faire en sorte que la France retrouve son rang. Frédéric Abrashkov, votre candidat Jean-Luc Mélenchon plaide pour la fin de la Ve République. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour restaurer une confiance entre les Français et leurs représentants politiques ? On le voit se réduire comme peau de chagrin. Eh bien, évidemment, oui, puisque on constate effectivement, avec ce que les journaux nous rapportent chaque jour, que la Ve République et ses représentants sont chaque jour plus discrédités. Et nous faisons l'analyse que ce n'est pas forcément qu'une question de personne, quoique la moralité est également une question individuelle, mais que c'est une question d'institution, puisque la Ve République est une forme de monarchie présidentielle, mais elle permet aussi à des parlementaires de ne pas avoir à rendre de compte en cas de soucis avec la justice, ou en tout cas de façon extrêmement faible. Et on parlera de vos propositions dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, Pascal Duforestel. Des nombreux parlementaires socialistes de Poitou-Charentes ont décidé, vous le savez, de soutenir Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est inédit. Est-ce que la base suit ou est-ce que justement elle vous suit, vous ? La base est troublée, bien entendu. En même temps, je rejoins un précédent intervenant pour dire qu'il y a un problème de système et qu'en l'occurrence, vous voyez, je reviens juste de Grèce et pendant une semaine, j'étais sur un rassemblement international et j'ose pas vous dire l'image qu'on est en train de donner de la France, qui avait une image forte en matière de démocratie. Et là, on voit bien qu'on est dans la fin d'un système qui doit à tout prix permettre de passer à autre chose. Et c'est bien l'objet, en effet, d'une 6e République que d'incarner un autre rapport aux politiques en général et au président de la République en particulier. Philippe Chadéron, le leitmotiv d'Emmanuel Macron, ni de droite, ni de gauche, semble prendre aujourd'hui dans l'opinion. Mais est-ce que ça ne va pas se heurter finalement à la réalité du terrain à un moment donné ? Je pense bien sûr aux législatives, par exemple. Alors, écoutez, encore une fois, on l'a redit et on le redit aujourd'hui, on va avoir 50% de candidats nouveaux, marquant un véritable renouvellement. Vous tenez aux 50%, vous êtes sûr ? Absolument. Emmanuel Macron l'a redit hier, on aura ici, et ça sera vrai également en Poitou-Charentes, on aura ici dans la Vienne, il y a 4 circonscriptions, vous aurez 2 visages nouveaux dans ce département. Et je pense que dans les départements de Charente-Maritime, de Charente et de Deux-Sèvres, ça sera strictement la même règle qui sera appliquée. Jean-Romé Charbonneau, vous avez longtemps milité pour Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, il semble que sa fille ait réussi l'entreprise de dédiabolisation qu'elle souhaitait. Finalement, le FN, un parti comme les autres, affaire comprise ?
Moi, je suis un peu le seul sur ce plateau à être très satisfait de ma position politique, de la position de Marine Le Pen, puisqu'elle fait la course en tête depuis un certain nombre de semaines, Et on va en parler de tout à l'heure. mois, avec un succès sans précédent et avec de grandes chances d'arriver, bien évidemment, au premier tour. Et les analystes politiques un peu sérieux pensent qu'elle peut arriver, elle peut arriver au deuxième tour et devenir présidente de la République. Les affaires, ça fait partie de la normalité d'un parti. Les affaires au Front National, ce ne sont pas exactement celles qui ont lieu en cours chez certains. Les affaires au Front National, c'est uniquement une instrumentalisation du calendrier judiciaire. Marine Le Pen avait demandé à être entendue il y a 15 mois et comme par hasard, c'est 3 semaines avant les élections. Mais elle a bien fait de ne pas répondre et de ne pas accréditer des thèses qui sont tout à fait inexactes et qui n'intéressent personne. Savoir si un attaché parlementaire travaille à Strasbourg ou à Nanterre, ça n'a aucun intérêt. Alors, je vais vous poser à chacun cette question, et puis après, vous pourrez également, si vous voulez, puisque c'est un débat, débattre entre vous, sur la mesure phare, selon vous, de votre candidat, Enguerrand Delannoy. La mesure phare de François Fillon, c'est laquelle et en quoi elle est importante ? Moi, je pense que l'enjeu essentiel, c'est de débureaucratiser la France. Pour deux En raisons. enlevant 500 000 fonctionnaires. En enlevant effectivement 500 000 fonctionnaires, en ne remplaçant pas ceux qui partent en retraite. Il y a 1 million de fonctionnaires qui partent en retraite dans les 5 ans qui viennent. Vous n'en remplacez pas un sur deux, ça fait 500 000 effectivement. Parce qu'il y a 2 éléments de contexte. Le premier, la situation dramatique de nos finances publiques qui font que la plupart des responsables politiques aujourd'hui sont confrontés à l'impuissance publique parce qu'ils ne peuvent pas budgétairement mettre en place les politiques qu'ils souhaitent. On ne peut pas recruter de gendarmes, on ne peut pas recruter de militaires parce qu'on n'en a pas les moyens. Bon, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut impérativement débureaucratiser la France pour la libérer de toutes ces normes qui accablent tous les secteurs professionnels, que ce soit les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les artisans, les Des normes commerçants. généralement européennes qui ne pourra pas comme ça changer du jour au lendemain puisqu'il fasse... Non, comme vous le savez, la plupart du temps, l'administration française en rajoute une couche. Et du coup, alors que les directives européennes sont les mêmes pour toutes les capitales européennes, il est invraisemblable qu'on se retrouve en fait concurrencé par les Allemands, par exemple en matière agricole, parce que eux, quand ils transcrivent les directives, se mettent au taquet de la souplesse. Nous, on se met au taquet de la contrainte à cause de l'administration. Et donc, on se retrouve concurrencé et en difficulté sur ces sujets. Donc, les normes, c'est essentiel. Pascal Duforestel, même question. Pour Benoît Hamon, quelle est sa mesure phare et en quoi est-elle importante ? On a beaucoup parlé du revenu universel, même si le candidat a eu peu l'occasion, à cause des affaires qu'on vient d'évoquer, de développer ce point-là. Mais plus globalement, c'est un projet de société qui part du principe qu'on ne peut plus tout attendre de la croissance. Voilà. Et qu'à partir de là, il faut trouver d'autres modes d'organisation afin d'assurer un développement écologique, un développement social et économique de notre société. Voilà. Et décliné de là, il y a également une approche institutionnelle, comme on l'a évoqué précédemment, qui vise à refondre complètement le rapport des citoyens à la politique. On voit qu'on est au bout d'un cycle qu'il faut vite arrêter, car on est dans une période de danger dans la décrédibilité de la politique vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis de nos concitoyens. Et donc, il faut engager un autre mode de rapport où le citoyen est acteur. Pour ça, différentes mesures permettent aux citoyens de ne pas attendre une échéance électorale pour donner son avis, mais de pouvoir, à un moment donné, intervenir dans la vie de la société. Et ça me paraît fondamental si on veut ressouder. Jean-Romain Charbonneau, la mesure phare du programme de Marine Le Pen ? Eh bien, c'est de faire l'inverse de ce qui a été fait sous le dernier quinquennat de M. Hollande. C'est de faire également l'inverse de ce qui a été fait... la mesure phare, s'il vous plaît. La mesure phare, c'est de redonner à la France son indépendance, c'est de renégocier tous les traités européens, c'est de rendre une France... On renégocie ou on renégocie dans un premier temps tous les traités européens, les traités internationaux qui redonneront à la France son indépendance, de façon à rendre la France beaucoup plus puissante dans ses décisions. Et ça va jusqu'à, évidemment, à la sortie de la monnaie européenne, de façon là également à pouvoir redevenir maître de toutes nos décisions en matière de sécurité, en matière de frontières, en matière d'immigration, en matière de chômage, en matière de réindustrialisation de la France. Frédéric Abrashkov, vous, la première mesure
mesure du programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est une constituante, une assemblée constituante. Oui, voilà, c'est la 6e République, la mise en œuvre de la 6e République pour redonner la souveraineté au peuple. D'ailleurs, je suis très content que Pascal Duforestel soit également un fervent défenseur de la 6e République. Et je l'invite à nous rejoindre dans la France insoumise parce que je pense que ce sera peut-être un peu plus facile à mettre en œuvre avec nous, puisque c'est une idée que nous avons depuis le premier jour, qu'avec le Parti socialiste où visiblement c'est un peu le bazar. On termine le tour de table avec vous, Philippe Chateyron, la première mesure phare du programme d'Emmanuel Macron. Alors, nous, c'est clair, le programme, c'est un programme progressiste qui libère et qui protège. Libérer, c'est quoi? Libérer, c'est supprimer le RSI, c'est redonner du pouvoir d'achat. Protéger, c'est quoi, pardon? Protéger, c'est donner un chômage universel, donner l'accès au chômage à tout le monde. C'est équilibrer les retraites pour tous les Français. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des systèmes différenciés. Mais vraiment une mesure phare. Alors, une mesure, s'il y en a une qui est phare, pourrait vraiment que les gens comprennent bien. Alors, une mesure qui est phare, qui va dans ce registre, c'est l'éducation. C'est très important qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans les quartiers difficiles puissent bénéficier, puissent avoir une chance. Donc, il est essentiel que les jeunes en CP et en CE1 puissent, notamment dans les quartiers difficiles et surtout dans les quartiers difficiles, avoir une chance pour l'avenir. Et je pense que c'est peut-être ça la mesure phare qui symbolise le mieux le programme d'Emmanuel Macron. Pascal Duforestel, un sondage Ipsos pour le Cevipof de la semaine dernière fait apparaître une absence au second tour des représentants des formations classiques de droite et de gauche. Là aussi, c'est inédit dans la 5e République si jamais ça se produit. Qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est en effet inédit et gravissime, car il y a un certain François Mitterrand qui avait l'habitude de dire que quand on n'est ni de droite ni de gauche, en général, on est de droite. Et en l'occurrence, ce que développe Emmanuel Macron ressemble plus à un retour vers la 4e République que vers une avancée véritable, vers une 6e République, comme on est au moins deux à le défendre autour de ce plateau. Donc je crois que, et pour en faire l'expérience au niveau local à Niort, la logique du ni droite ni gauche, ça ne fonctionne pas. Voilà, il y a des points de clivage qui sont légitimes entre la gauche et la droite. Et simplement dire que demain, il y aura un autre clivage entre des progressistes et des conservateurs, ou quelle que soit la manière dont on les appelle, ne suffit pas à donner des points d'ancrage dans différentes politiques publiques, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Enguerrand Delannoy, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Pascal Duforestel ? Je crois que d'abord qu'il faut être extrêmement prudent avec les sondages, parce qu'on a vu dans les dernières années... J'entends bien, mais vous êtes d'accord que depuis un bon moment, ils disent tous la même chose. Aujourd'hui, on verra bien dans 30 jours ce qu'il en est, mais là, aujourd'hui, à peu près, c'est la photographie de tous les sondages, en tout cas, c'est tout ce que non, on ne sait absolument pas ce qu'il en sera dans un mois. C'est ce que je viens de vous dire, mais là, campagne électorale, c'est inédit. Malgré tout, ça ne s'est jamais passé auparavant, à 30 jours de l'élection présidentielle, de telles positions, à la fois des deux partis principaux, on va dire, de la 5e République. Bien entendu, mais si je me pose sur le clivage que vous évoquez, en réalité, là, ce que je vois, c'est que François Fillon est le seul candidat de la droite et du centre, et il fait face à 4 candidats de gauche, 4 gauches différentes. Quand vous regardez dans le fond des programmes, c'est exactement ça. Les uns veulent renationaliser EDF, d'ailleurs, plusieurs veulent renationaliser EDF, donc ça sent bon le programme commun de 1981. Les autres évoquent une 6e République. Je ne suis pas certain que ce soit la priorité des Français qui sont confrontés aux problèmes de chômage, aux problèmes de sécurité. Et donc, le vrai sujet, c'est d'avoir un projet qui permette l'alternance face aux 5 ans de socialisme et de politique de gauche qui ont mis la France dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Il faut absolument un sursaut, un redressement national. Et pour cela, eh bien, seul François Fillon, candidat de la droite et du centre, permet de répondre avec ses mesures énergiques et son projet de redressement national, de répondre aux besoins des Français. Alors, je vais rebondir sur votre début de réponse. Il est vrai que les favoris des sondages, en tout cas depuis quelques temps, vaut mieux pas être favoris des sondages au départ. Jean-Rémy Charbonneau, vous, votre candidate, elle l'est, et elle est depuis très longtemps pour ce premier tour, en tout cas pour la qualification au second tour de la présidentielle. Est-ce que ça vous inquiète finalement, cette position d'archi-favorite, parce qu'on ne peut que faire moins bien finalement, peut-être, non ? Je trouve ça très bien qu'elle soit en tête des sondages, qu'elle soit... Cela dit, vous devriez... On se souvient qu'à une époque, les sondages, c'était pas vos amis, quoi. Tout à fait. Non, puis c'est toujours pas nos amis. Nous, on a une autre échelle. On le voit bien par rapport à nos ralliements quotidiens. On voit bien ce que disent nos compatriotes. Et je voudrais attirer votre attention, à vous journalistes, surtout sur des sondages qui ont été truqués, notamment au moment de la campagne électorale des États-Unis, où Mme Clinton n'a pas été élue présidente des États-Unis et où
on avait dit que le Brexit ne passerait pas en Angleterre. Ce sont deux choses. Donc nos compatriotes ne veulent pas qu'on les prenne pour des idiots. Ils en ont assez de 10 ans de quinquennats successifs où ils ont été trompés, où rien n'a été fait en leur faveur. Donc et aujourd'hui, Marine Le Pen, elle propose des mesures, si vous voulez, qui semblent agréer les Français puisqu'ils se tournent en tête vers elle dans les sondages. Et je reprends ce que disait un de mes collègues tout à l'heure. Ce qui inquiète nos compatriotes et ce qui favorise l'électorat Front National, c'est que chez nous, il n'est pas question de parler toujours d'assistance, de chômage, comme l'a dit tout à l'heure le responsable de M. Macron. Nous, ce qu'on veut, c'est le plein emploi. Redonner le plein emploi à tous les Français. Et il y a moyen de le faire dans tous les secteurs, à condition de reprendre la maîtrise de toutes nos politiques. Philippe Chadéron, même question. On sait que pour Emmanuel Macron, en plus, les intentions de vote sont les plus volatiles. Hein, c'est chez lui que c'est le moins sûr. Et parfois, je disais que Marine Le Pen était en tête des sondages. Parfois, elle est rattrapée par votre candidat. Il reste encore un mois de campagne. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut s'écrouler ? Écoutez, avant de répondre à cette question, si vous m'autorisez, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est quand même très grave. Mais je vous en prie. Expliquer aux Français qu'en fermant nos frontières, on va créer des emplois et on va aller vers le plein emploi, c'est proprement scandaleux. Juste un exemple. On a dans cette région, à Châtellerault, à La Rochelle, à Angoulême, notamment, des entreprises qui exportent. Mécafi, Léa Nature, les fonderies du Poitou, etc. Ces gens-là, ils vont faire quoi demain si on ferme les frontières françaises ? Est-ce que vous croyez, monsieur, qu'ils vont vraiment pouvoir exporter leurs produits ? Et combien de chômage ça va créer dans la région et partout en France ? Alors soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Tout à fait, mais il n'a jamais été question pour nous de fermer les frontières. Il a été question de rétablir des droits de douane, de rétablir un protectionnisme et surtout un patriotisme intelligent et de taxer ce qui viendra de l'extérieur. Nous avons, au contraire, nous sommes très fiers que nos entreprises françaises exportent, mais elles n'en ont pas forcément les moyens, ni par la monnaie qui est beaucoup trop chère, ni par les droits de douane qui n'existent pas et nos entreprises se trouvent en concurrence déloyale par rapport à tous les pays d'Europe. Et vous n'avez pas donc sur la question, est-ce qu'en un mois il peut s'écrouler Emmanuel Macron ? Écoutez, pour l'instant, la progression est linéaire et on est parti de zéro et on est tout neuf. Donc je vois pas bien pourquoi cette progression s'écroulerait. Frédéric Abrashkov, votre candidat, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il peut créer la surprise comme le pensent de plus en plus ses supporters ? Oui, je pense qu'il peut la créer. En tout cas, nous l'espérons. Faut bien dire que nous ne nous fions pas. Aucun jeu de mots. Nous ne nous fions pas aux sondages et que même s'il y a actuellement quelque chose qui ressemble à du frémissement, nous restons très très prudents. Mais nous avons confiance en notre projet qui s'appelle l'Avenir en commun, en notre force militante, puisqu'on est quelque chose comme 320 000 soutiens actifs actuellement à la 6e République et au projet de Jean-Luc Mélenchon. Et nous travaillons à convaincre et nous pensons que oui, nous pouvons encore créer la surprise et nous espérons. Pascal Duforestel, est-ce que l'Europe, finalement, n'est pas, on va dire, le socle commun de toutes les différences, de toutes les divergences, de tous les espoirs et les déceptions de cette campagne de la présidentielle ? Écoutez, le représentant du Front National, je n'ai pas le sentiment qu'on ait une vision commune de l'Europe. Et on a vu au cours des débats des divergences entre la manière dont doit s'organiser une Europe plus juste et plus forte, plutôt que de détricoter les acquis de décennies. Mais là, c'est un candidat, finalement, n'est pas pieds et mains liés par rapport aux traités européens. Quand on est en campagne électorale, forcément, au niveau national, on a envie de promettre plein de choses. Mais est-ce que ce n'est pas le problème, justement, aujourd'hui, de l'Europe qui peut lui empêcher, en tout cas, pour pas mal le candidat, c'est le problème. Je crois que Benoît Hamon a dit clairement comment il souhaitait s'en affranchir de manière raisonnable et afin de faire en sorte que ce ne soit pas un couperet qui tombe sur la tête des citoyens français, comme ce que j'ai pu vivre, comme je vous le disais encore la semaine dernière en Grèce. Frédéric Abrashkov, vous avez un petit peu d'autre temps de parole. Donc, sur l'Europe, alors, sur l'Europe, il y a le plan A et le plan B. Oui, nous avons effectivement le plan A qui consiste à renégocier effectivement les traités européens qui sont d'inspiration ultra-libéraux de façon très orthodoxe et de les renégocier en inversant le rapport de force et en étant véritablement très droit dans le souci que nous avons de maintenir des politiques sociales, des services publics. Donc,
Plan A, on négocie. Si ça marche pas, plan B, on se retire de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. On ne se retire pas de l'Europe. On met en place un processus de protectionnisme solidaire et on retrouve davantage de souveraineté. Un processus possible aujourd'hui par rapport au texte européen légal. À ce moment-là, nous nous mettrons en opposition par rapport au traité européen. Un commentaire. Le commentaire, il est très simple. On est en campagne électorale dans le cadre d'une élection présidentielle française. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a une insuffisance du contrôle parlementaire dans la transcription des directives européennes qui fait qu'en réalité, on se tire des balles dans le pied en permanence dans la manière dont on fait la loi dans notre pays. Donc commençons par balayer devant nos portes avant d'accuser l'Europe, qui, je le rappelle quand même, est notre horizon commun et nous a permis de vivre pendant 70 ou 80 ans en paix, ce qui est un élément essentiel. Deuxième sujet, il est trop facile d'expliquer nos propres turpitudes en accusant l'Europe et Bruxelles de tous les maux. Est-ce que c'est de la faute de Bruxelles si on a une dépense publique qui explose? Non, c'est de notre propre responsabilité. Donc soyons sérieux, menons les politiques qui permettent de libérer la France et de libérer la France de ses énergies créatives et d'initiatives et n'accusons pas en permanence Bruxelles. Nous sommes là dans un contexte national, encore une fois, et c'est à nous de nous prendre en main pour relever la France et relever les défis des Français. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, le projet de François Fillon est le seul qui est en mesure de répondre à cette urgence économique et sociale en matière d'amélioration, par exemple, des allocations familiales, la mise en place de la TVA sociale, etc. Le fait est que vous n'êtes finalement que deux aujourd'hui à être avoir des candidats qui sont favorables à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Philippe Chatterton, c'est le cas d'Emmanuel Macron. Pour vous, le système européen aujourd'hui, l'Union européenne aujourd'hui n'a strictement aucun défaut. Il faut continuer comme ça. Alors absolument pas, absolument pas. D'abord, je voudrais redire que l'Europe, c'est quand même la plus belle idée du XXe siècle. Il faudrait quand même pas l'oublier. Depuis la paix, depuis la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, on est en paix en Europe. Ça vient d'être dit, et je pense que c'est bon de le rappeler. Deuxième point, l'Europe soutient toutes les régions de France et d'Europe. Ça, personne ne le dit, personne ne le sait. Donc on est aussi très mauvais en matière d'information pour le faire savoir. L'Europe est extrêmement présente sur nos territoires et ça serait bien de le rappeler. Troisième point pour répondre à votre question, l'Europe est évidemment perfectible. Elle doit être plus humaine, plus progressiste et moins ultralibérale telle qu'elle l'est depuis trop longtemps. Donc oui, il faut la réformer et surtout, ça passe par une réforme de sa gouvernance. Votre candidat, on a l'impression que tout se passe bien. Il ne remet pas en cause quoi que ce soit au niveau européen. Non, je vous assure que non. Regardez bien le programme. Nous avons une vraie ambition pour modifier la gouvernance de l'Europe en cercle concentrique, de manière à ce qu'il y ait quelques pays, 5 ou 6 probablement, qui prennent l'essentiel des décisions et qu'il y ait un second cercle de pays qui sont plus éloignés de nos cultures, de nos problématiques, de notre ADN économique et qui vont permettre de fonctionner tous ensemble. Il y a un vrai progrès à faire dans la gouvernance de l'Europe. Jean-Romain Charbonneau, en 2 mots, s'il vous plaît. Oui, l'Europe, c'est une vieille idée qui a 1500 ans et qui ne méritait pas de se terminer à Bruxelles par une armée de 30 000 fonctionnaires qui ont à décider de ce que nous pensons. Demandez si vous pensez que l'Europe est extraordinaire. Demandez aux agriculteurs ce qu'ils en pensent. Demandez aux grands capitaines d'industrie qui ont été obligés. Demandez de fermer leurs usines. Demandez aux pêcheurs de nos côtes atlantiques ce qu'ils pensent de l'Europe où on leur interdit de pêcher, etc. Chacun doit redevenir maître de son pays de façon à avoir une influence de progrès. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas l'Europe de Bruxelles qui engendre le progrès. Regardez la façon dont on soutient la Grèce, dont on a soutenu l'Irlande, dont on a soutenu l'Italie. Oui, alors c'est quand même pas une réussite cette Europe. C'est pour ça qu'il faut la changer et aller à l'inverse de ce qui a été fait. Frédéric Abrashkov, il reste 1 minute pour chacun à peu près et un peu moins pour Jean-Romain Charbonneau. Cette élection présidentielle est inédite, on l'a dit. Est-ce que de cet inédit peut sortir quelque chose de favorable pour vous? Est-ce que vous le pensez? Oui, nous avons véritablement l'espoir que de cette élection sorte effectivement Jean-Luc Mélenchon vainqueur et qu'ainsi on puisse effectivement écrire une nouvelle page de l'histoire par la convocation d'une assemblée constituante qui nous mènera vers une 6e République plus juste, avec le droit, entre autres, de révoquer des élus, avec une nouvelle génération aussi de gens faisant de la politique et une plus grande implication citoyenne dans la vie politique du pays. Et quand on vous dit que légalement, institutionnellement parlant, ça va être compliqué d'appliquer ce que propose Jean-Luc Mélenchon, vous répondez quoi? Je réponds que rien n'est impossible quand on en a la volonté et la détermination. Philippe Chatterton, votre mot de conclusion, s'il vous plaît. Écoutez, déjà, je voudrais rappeler qu'ici, en Poitou-Charentes,
On est pratiquement 5000 marcheurs, qu'il y a 50 comités locaux qui sont sur le terrain, eux, contrairement à la plupart de nos candidats qu'on voit assez peu. Donc on est présent partout, on fait des réunions partout, on parle de notre programme partout. On n'a pas attendu les affaires pour démarrer la campagne depuis des mois et des mois. On a écouté le pays et on est prêt aujourd'hui à proposer un vrai programme progressiste, un programme humaniste, un programme qui sera très tourné sur le pouvoir d'achat des Français, ce qui nous semble essentiel. Et juste un mot sur l'agriculture. Sachez que c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'agriculture aujourd'hui. On est très attentif au fait que les prix des matières premières retrouvent des plafonds bas tolérables qui peuvent faire vivre les agriculteurs. Pascal Duforestel-Agnor, votre mot de conclusion, s'il vous plaît. Écoutez, je pense qu'il reste 30 jours pour passer à une campagne positive, de mettre un peu de côté le mercato politique des différents transferts et les affaires de M. Fillon et de Mme Le Pen pour lire, comparer les programmes et engager une réflexion en positif sur ce que doit devenir la France et l'avenir de notre pays. Vous êtes optimiste concernant votre candidat. Il peut être encore aujourd'hui, selon vous, qualifié pour le second tour ? Bien sûr, bien sûr. Rien n'est jamais joué. Rien n'est jamais joué. Enguerrand Delannoy, même question. J'étais il y a quelques jours avec des agriculteurs. 15 agriculteurs. La moitié d'entre eux, s'il y avait une diminution des normes et une diminution des charges sociales qui pèsent sur le travail, sont prêts à embaucher. Donc le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, sur la nécessité de débureaucratiser la France, de la manière débureaucratiser l'Europe, il s'agit là tout simplement de reprendre en main notre avenir de manière à avoir un État fort et une économie conquérante qui répondent aux premiers problèmes que se posent les Français, et notamment le chômage. Reprendre en main son avenir, un programme d'alternance qui est celui de François Fillon. Jean-Romain Charbonneau, s'il vous plaît. Ce qui me fait plaisir, au début de cette campagne électorale, c'est de voir tous les Français qui nous rallient, qui nous font confiance, parce qu'ils ont vu ce qui a été fait, ils ont vu les promesses qu'on leur a faites, ils ont vu les faux espoirs dans lesquels on les a conduits. Et aujourd'hui, de droite comme de gauche, beaucoup de nos compatriotes font confiance à Marine Le Pen, font confiance au Front National pour avoir cette fermeté de redonner à la France sa grande puissance et servir tous ces gens qui nous rejoignent servent vraiment comme des patriotes. Allez, encore plus qu'une minute et il vous reste un petit peu de temps de parole à vous deux. Quand on dit que cette campagne est inédite, elle l'est pour vous, j'imagine également. Comment vous voyez les semaines qui arrivent très rapidement, Frédéric Abrashkov? Vous voyez ça comment, vous? Eh bien, ça va être très, très volontaire, très, très actif. On va être sur les marchés, on va parler aux gens, on va convaincre, toujours convaincre. On reste à la disposition aussi des gens à travers les groupes d'insoumis qui essaiment. Il y en a pas mal dans le 86. Si les gens veulent se renseigner, veulent avoir des informations, nous sommes là. Et nous ferons tout pour que ce véritable vecteur d'espoir qu'est la 6e République arrive à se concrétiser. Philippe Chédevran, vous avez droit à 30 secondes. 30 secondes. Mais écoutez, j'aime pas beaucoup commander les sondages. Je trouve que ça n'a pas grand sens, mais vous ne m'avez pas proposé de le faire tout à l'heure. Alors je vais le faire pour un sondage qui est paru le 7 mars de l'IFOP, qui est un sondage régional. Il se trouve que Poitou-Charentes est la région qui va le plus, aujourd'hui, dans la photographie actuelle, voter pour Emmanuel Macron à 29%. On l'a vu sur les graphiques, effectivement. Non, mais dans la région Poitou-Charentes, oui, c'est ça. Et donc j'y vois un signe que le travail qu'on fait sur le terrain depuis 6 mois est très porteur. Merci beaucoup. Sachez que 6 autres candidats se présentent à l'élection présidentielle. François Asselineau pour l'Union populaire républicaine, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, Philippe Poutou pour le nouveau parti anticapitaliste et Jacques Cheminade pour Solidarité et Progrès. C'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté les règles du jeu. Merci particulièrement à Pascal Duforestel d'avoir pallié au dernier moment l'absence d'un de ses camarades. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, sachez qu'il est déjà disponible sur notre site internet dans l'onglet émissions. La semaine prochaine, émission spéciale Club de la Presse. Pour l'heure, place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous. À dimanche prochain.